pour un service d'orientation professionnelle. Et bien, comment on devient éditeur, surtout sans y penser, enfin en y pensant beaucoup, mais en se posant pas trop de questions ni sur les enjeux, ni sur les moyens, ni sur les risques. Quand je commence un livre, comme quand je commence une maison d'édition, ma seule obsession, c'est le but, c'est la création, c'est ce que je veux faire du texte. Et c'est pas vraiment le budget ou les moyens ou le délai que je vais pouvoir mettre pour y arriver. C'est la frustration ressentie en 2 ans d'une brillante et réputée école de journalisme située rue du Louvre à Paris, durant laquelle je fais la connaissance de 2 frères épris de situationnisme, de Villebord, de Cortázar et d'errance parisienne, et avec lesquels, durant nos nuits d'ébauche, de dérive, de poésie éthylique, on conçoit le projet d'une revue à rebours de l'ordre établi, que ce soit dans la forme, dans la manière de parler des livres, ou dans le goût pour des auteurs victimes des hiérarchies ou des priorités du temps. Et du coup, le Nouvel Attila, qui est le Nouvel Attila né en 5 semaines, entre un bar de la rue de la Contrescarpe et un bar de la rue de Rochechouart, avec ce petit plus qui sera la chasse aux auteurs pirates, tricards, maudits, oubliés, mésestimés, qu'ils soient morts ou vivants, français ou étrangers, un peu, beaucoup, pas du tout publiés. Donc, le Nouvel Attila, première manière, c'est une revue très grand format. Le format est calqué sur celui du supplément littéraire du Times, c'est un 28-36. La maquette est confiée à une amie qui travaille pour la presse scientifique, mais qui est toujours sous contrat d'exclusivité, donc nous n'avons pas le droit de révéler les activités. Et elle se singularise par 4 parties et un choix de typographie multiforme qui secoue vraiment les habitudes et qui est une des caractéristiques formellement les plus nouvelles et les plus audacieuses de la revue. C'était rare que dans des objets littéraires un peu cohérents, des graphistes s'amusent à faire des osmoses ou des hybrides entre les typos. Mais et du coup, on a tout de suite un cadre sur une fabrication très classique, un cadre illustré, photographique, où on a pris le parti que aucune photo ou dessin ne soit purement illustratif, mais c'est plutôt des liens sous-jacents. Et du coup, on a un objet voilà, assez, bon, je dirais, qui est en dehors des sentiers battus, et qui a sa apparition, rappelle aux uns aux autres, telle revue des années 80 comme Le Promeneur ou Le Foupard. Mais c'est voilà, par cet objet, ce numéro 0, on était très paresseux, donc notre numéro 0, on a tenu à le commercialiser, en gros dans une vingtaine de librairies parisiennes et à la criée dans les rues de Paris. C'est par ce numéro qu'on a tout appris. À savoir, à commencer par la geste héroïque de faire un bon dépôt, une facture à un libraire. Je dirais que pour moi, c'est l'acte presque primitif de ma carrière d'éditeur. Mais disons qu'on a appris le rôle de la diffusion, c'est-à-dire le rôle du lien avec la librairie. On a appris les problématiques de la fabrication, choisir un papier, gérer une couverture, aller au calage, gérer les relations avec l'imprimeur, les devis, les négociations. On a appris la chronologie du rendu de texte, et donc le travail sur les textes. On a appris la mise en page. On a appris la commercialisation, avec les idées de lancement un peu les plus baroques possibles. Je me rappelle qu'on voulait organiser un faux enterrement de l'écrivain maudit Michel Hall, parce qu'il n'était pas revenu à Paris depuis 45 ans, et qu'on voulait faire une messe en forme de conférence à l'église Saint-Germain-des-Prés, ou enlever Isidore Iso jusqu'à ce qu'il ait le prix Nobel. Ça, c'était des choses qui nous plaisaient bien. Mais finalement, nos hauts faits se limitaient à taguer le sommaire de chaque numéro à l'encre violette dans les rues de Paris, essentiellement le 6e et le 19e. La revue a existé durant 3 années, pendant lesquelles on a sorti 6 numéros. Les Attila futurs, il y en a eu 3 en fait. C'est-à-dire que moi, tous les 5 ans, je refonde une maison d'édition. Il faut bien convenir au goût de jeunisme du marché du livre. Donc il y a eu la première période associative entre 2007 et 2009, qui a vu sortir 5 livres, essentiellement des rééditions, Le Duchol, Giovanni Papini, Ramon Sender, James Barry.
et un premier roman français, Les Corcobaliseurs, tout à fait unique et atypique, qui continue de déstabiliser pas mal de monde, alors que c'est une histoire de fratrie, hantée par le thème de la mémoire, à travers un voyage donc, intérieur et géographiquement un peu imaginaire en Bretagne, et ça me paraissait des thématiques tellement centrales et universelles que je voyais ce livre aller très haut sur les tables des libraires et dans les listes de vente. La plupart des libraires nous retournaient notre bon dépôt en disant « Ah non, mais ça c'est complètement barré ». Et voilà, c'est un moment où j'ai commencé à me heurter au discours, à un discours en football on appellerait ça le réalisme de l'équipe. Mais c'est le moment où j'ai commencé à me rendre compte qu'il pouvait y avoir un petit hiatus entre nos attentes supposées ou nos discours et la manière dont les libraires envisageaient l'acte de vente, et où je me suis rendu compte qu'en fait, dans ce métier, une bonne partie de mes interlocuteurs allaient m'expliquer pourquoi mes livres ne pourraient pas se vendre. Ensuite, en 2009, il y a la rencontre avec Frédéric Martin, qui sortait d'une longue expérience, longue et prolifique expérience avec Viviane Ami, où à force de toucher à tout, il avait fini par débusquer des auteurs, des grands monuments cachés des pays voisins, comme Malgré Sabot et Goliarda Sapienza. Et donc, au terme de discussions très nocturnes sur des détails aussi anecdotiques que l'importance de la pagination dans le livre, ou l'influence secrète de René Michel sur la littérature, on a décidé de faire fructifier nos goûts pour certains graphismes, certains dessinateurs de l'absurde et certains continents littéraires oubliés. Et donc ça a été une deuxième période marquée plutôt par les traductions, donc notamment Edgar Ilsenrath, il y a eu Ilsenrath, il y a eu Jacques Abeille, il y a eu Jean-Paul Kléber, il y a eu Goliarda Sapienza. Ça a été un peu l'autre période bénie en termes. Ça a été un peu la période de diffusion professionnelle chez Volumen, période d'hyper-visibilité, avec un petit courant médiatique qui commençait à repérer les maisons d'édition redécouvreuses, puisque notre travail, je peux rappeler qu'on est de la même année que Monsieur Toussaint Louverture, on est né un an après Cambourakis, et sur des pistes assez semblables. C'est encore des éditeurs que je vois souvent, avec lesquels j'aborde souvent mon programme quelques mois à l'avance, avec lesquels on fait circuler nos manuscrits, et je pense qu'on fait partie d'une génération qui échange et qui s'échange beaucoup de choses, et c'est peut-être grâce à ça qu'on tiendra. Je ne suis pas sûr que l'ouverture à l'autre était telle dans les générations précédentes.